Bonjour, c'est Bruno Salomon. Bienvenue dans 100% PSG La Tribune, épisode 20 de votre podcast débat d'ici Paris-Île-de-France, votre podcast préféré au lendemain d'un match de Ligue des Champions. Bien évidemment, on va débriefer la rencontre. Hier soir, Paris nous a régalé offensivement et laissé, en tout cas, c'est mon avis, je verrai ça avec les débatteurs tout à l'heure, mais moi ça m'a laissé un petit peu dubitatif défensivement. Ne vous inquiétez pas, on va bien sûr discuter de cette rencontre pendant 1 heure avec les copains, mais avant cela, je vous salue aussi, vous qui nous écoutez, qui écoutez ce podcast, par exemple en voiture, dans les transports, à la maison, via les plateformes de téléchargement, ou sur notre chaîne YouTube qui, hier, a passé tranquillement la barre des 4000 abonnés. Bienvenue à vous toutes et à vous tous, pour ceux qui vont peut-être découvrir ce programme. Long est le chemin, mais magnifique est la route à engager pour réussir notre coup sur cette chaîne YouTube 100% PSG, ici Paris, Île-de-France. Oui, le nom est un peu long, mais on va y arriver là aussi. Un mot d'ordre, abonnez-vous bien évidemment, c'est le nerf de la guerre. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, mais lundi, j'avais fait une petite demande de nous rappeler le premier match sur les commentaires, sur le chat, le premier match qui vous a fait basculer dans le monde du Paris Saint-Germain. Ce match qui vous a marqué au stade ou à la télé. Et on a reçu une centaine de messages, et dont un de Hera Tosten, qui nous a dit « Moi, c'était Paris Saint-Germain, FC Barcelone, 2-1, quart de finale retour de la Ligue des Champions 1994-1995. Mon histoire d'amour avec le PSG commence encore plus précisément sur le deuxième but du match, but de Vincent Guérin, à la 85e minute de jeu, sur une frappe rasante de 25 mètres qui finit au ras du poteau gauche. Depuis ce jour-là, je suis fan du Paris Saint-Germain. Merci pour vos émissions. Merci Hera pour ce message. Je n'ai pas cité tout le monde. Et moi maintenant, je me dis qu'il y a plein de Hera peut-être. Plein de Hera depuis la finale de Ligue des Champions, et peut-être aussi rien qu'hier soir par rapport à ce qu'on a vu de Vitinha, de ces 3 buts de Vitinha. Peut-être qu'un jour, un jeune nous dira « Moi, je me rappelle du triplé de Vitinha et c'est comme ça que j'ai basculé pour le Paris Saint-Germain, que je suis amoureux de ce club depuis des années. » Et on lira ça dans le chat de Tribune PSG dans 30 ans. On sera encore là, bien évidemment. Voilà, sur ce, c'est parti. 100% PSG, la tribune. Au sommaire de la tribune aujourd'hui, le PSG qui fait le spectacle mais qui joue avec nos nerfs. Hier en Ligue des Champions, victoire 5-3 face à Tottenham. Paris est la meilleure attaque européenne sans avoir un attaquant qui fonctionne correctement dans ses rangs cette saison. C'est quand même absolument improbable. On va bien évidemment en parler dans le j'aime pas, puis on se posera quelques questions sur cette rencontre. Jusqu'où Vitinha s'arrêtera-t-il? Le Portugais a fait tourner le serre-tête 3 fois, oui, parce que je vous rappelle que désormais c'est sa célébration fétiche, et il a surtout encore une fois été sublime dans son match. On en parle dans ce podcast. Il y en a un par contre qui n'a pas été forcément sublime, c'est Bradley Barcola. L'attaquant a été plus que globalement fantomatique dans cette rencontre, et même depuis le début de la Ligue des Champions. Peut-on envisager une rétrogradation et aller directement sur le banc pour quelques temps pour Bradley Barcola? La question se pose. Je sais qu'il va y avoir débat dans ce studio. J'ai déjà un de mes débatteurs qui est en train de se crisper à ma gauche. Enfin, le taulier Marquinhos a joué son 500e match avec Paris. Est-ce vraiment un événement marquant pour l'histoire du Paris Saint-Germain? Moi, j'ai bien ma petite idée, mais j'ai envie aussi de connaître la vôtre. N'hésitez pas à réagir sur le chat et on demandera l'avis, bien évidemment, à nos débatteurs. De cela et du reste, on en parle dans 100% PSG La Tribune. C'est parti. 100% PSG, la tribune. Qui compose l'équipe du jour? Ils sont 2 aujourd'hui pour débriefer l'actualité du Paris Saint-Germain. Un titulaire assez régulier, puis un remplaçant très efficace, mais qui a de la bouteille dans cette tribune. Il est là depuis de nombreuses années. Marc Méchénois et Damien Dole. Messieurs, bonjour. Salut. Oh là, salut. oh là. Non, mais pas se couper. regardez, voilà. Bravo. Je sais pas si tu allais dire bonjour, salut. Très bien. Et alors donc, Marc Méchénois, journaliste indépendant, spécialiste du Paris Saint-Germain, et Damien Dole, journaliste à Libération, ancien ultra, j'ai le droit de le dire? Oui, t'as le droit. Oui, j'ai le droit. Ancien de notre tribune, mais quand je dis ancien de notre tribune, c'est un patron, quoi. Il est là depuis la première émission. Voilà, depuis de plusieurs années, effectivement. Et voilà, l'intérêt aussi, il est venu, alors il est à Libé, il a d'autres fonctions que le sport, mais il y a un superbe livre qui ressort
je le mets. Alors, ceux qui ont la télé, bah voilà. Ceux qui n'ont pas la télé, c'est pas très voilà. Mais je vous l'énonce, c'est Rouge et Bleu aux éditions Marabout. C'est un bébé magnifique. C'est une réédition, une nouvelle édition, puisqu'il y a un macaron absolument superbe. Ce petit macaron de champion d'Europe, comment te dire que ça fait son plus bel effet. Et donc 5 ans supplémentaires pour cet ouvrage magnifique. Je vous le dis tout de suite. Sous le sapin, pour le Père Noël, vous faites un truc. Vous demandez peut-être le nouveau maillot noir, vous faites si vous avez envie, mais surtout, vous prenez rouge et bleu. C'est pas possible. C'est en fait, en gros, ce sont les supporters qui racontent leur Paris Saint-Germain sur 55 ans et 55 ans d'histoire. C'est ça. Ça fait quoi Ça fait quoi de rééditer, de repartir sur une nouvelle édition comme ça, en plus, champion d'Europe, mon Damien? Alors déjà, le macaron, c'est un rond et non pas une étoile. Et ça a été dit à notre éditeur, Benoît Bontou, immédiatement. Il n'y aurait pas eu d'étoile, ni le mot remontada d'ailleurs dans ce bouquin. C'est deux interdits. Mais déjà, oui, c'est un livre qui est coécrit avec Philippe Goguet de Culture PSG. Et on avait décidé de faire ce livre avant même de savoir qu'on serait en finale de Ligue des Champions. On a les mails qui le démontrent, qui prouvent qu'on n'a pas juste été là pour faire du fric en se disant on va profiter exactement de tout ça. Et oui, ça fait c'est cool parce qu'en plus ça permet de mettre à jour certaines choses, évidemment des choses très positives, certains joueurs aussi qu'on en parlera. En fait il y a un classement en fait avec par exemple les joueurs chouchous. Et il y a des gars qui ont été rétrogradés. Je dis ça, mais on en reparlera dans quelques instants. Et puis il y a un chouchou dont on va parler aussi dans cette émission. Et alors, hasard du calendrier, vraiment, pour le coup, on enregistre cette émission. Il est 13h45. Nous sommes le jeudi 27 novembre. Avec Pierre Clément, on a super bien réglé nos montres puisque on vient de parler de Philippe Goguet, de Culture PSG. Philippe Goguet qui est un peu un mythe en fait. Personne ne le voit. C'est une voix, c'est un homme qui a son podcast, qui a son site internet Culture PSG, bien évidemment, qui est une référence pour tous les supporters du Paris Saint-Germain. Vous savez quoi? Il est dans le studio 651 et ils sont en train d'enregistrer un mag avec Pia. Ce sera le prochain mag de Pia Clément que vous retrouverez. Ça, ce sera vendredi à 18h. Le mag de Pia Clément avec le boss, le GOAT. C'est bien sûr Philippe Goguet qui enfin va montrer son visage et va nous parler de son histoire d'amour avec le Paris Saint-Germain. Voilà, on a fait un peu d'autopromo et je suis content et je vous le dis, il est lourd en fait. En plus sous le sapin, franchement ça fait classe, il est vraiment très beau. Page cartonnée, magnifique. C'est vrai que sur les photos, juste, parce que c'est pas moi qui les ai prises ces photos, donc je peux en parler. C'est qu'il y a eu notamment des photographes de groupe Ultra qui n'avaient pas forcément, qui n'avaient jamais accepté justement de donner leurs photos à d'autres médias, par exemple, de peur que elles soient mal utilisées ou en gros pour critiquer le mouvement. Et comme Philippe et moi, nous on est des anciens du mouvement, ils ont su qu'on allait en faire bon usage et qu'on allait un peu magnifier ces clichés. Et ça, pour le coup, en plus, c'était hyper classe. Et voilà, et c'est ce qui fait aussi que ce livre a fait un petit peu parler. Ouais, c'est pas un petit peu parler, c'est la référence très clairement pour tous les supporters du Paris Saint-Germain. Notre club né en 1970. Les amis, on va attaquer avec le j'aime pas. Je vous rappelle que le Paris Saint-Germain hier soir a battu Tottenham 5-3. On s'est quand même fait peur dans le scénario. 1-0 pour Tottenham, 1-1, 2-1 pour Tottenham, 2-2, 3-2 pour le PSG, 4-2 pour le PSG, 4-3 et 5-3 pour le Paris Saint-Germain, avec des buts de Vitinha, le triplé, Fabian Ruiz, puis Pacho qui se découvre des talents de buteur. Il n'est pas que bon de la tête, il est aussi bon du pied. En tout cas, il le place bien là, avec cette petite forêt de joueurs devant lui. Il est allé la placer correctement. 5-3, le Paris Saint-Germain est désormais deuxième du classement de la poule unique. C'est un bond au classement grâce à la défaite du Bayern Munich du côté de Arsenal. C'est Arsenal qui est devant avec 5 matchs, 5 victoires, alors que le PSG a 4 victoires sur 5 matchs. On a la défaite face au Bayern Munich. Mon Marc, c'est toi qui attaques. S'il te plaît, ton j'aime pour commencer cette émission. Toi, j'ai l'impression que tu as envie de passer que des soirées tranquilles au Parc des Princes. Mais moi, si tu pouvais un peu m'éviter. Après, voilà, il y a le commentateur qui parle aussi, si tu veux. Moi, voilà, le côté un peu à m'énerver, à voir Randal Kolo Muani ou voir Lucas Chevalier partir un petit peu en hula hoop, là. Je sais pas ce qu'il fait, mais. Heureusement, ça nous donne des choses, ça nous fait des choses à dire. Oui, ça fait des choses à dire, puis mais ça demain, fait des petites émotions. T'as les enfants ou ta femme qui dit c'était bien hier soir, tu dis ah ouais, c'était super, je me suis régalé. C'est vrai. Ah bah moi, je me suis régalé hier soir. Ah non, on s'est tous régalés. On a vu du football, on a vu du match, on a vu du football, quoi. Moi, je vais commencer par mon j'aime. Mon j'aime, c'est. Alors, au début, j'avais dit Fabian Ruiz.
Mais Qui a fait un match extraordinaire. Ouais, j'aime Fabien Ruiz, mais j'aime j'avais une impression visuelle depuis plusieurs matchs, c'était que cette équipe du Paris Saint-Germain, elle frappait beaucoup de l'extérieur de la surface et surtout qu'elle marquait beaucoup de l'extérieur de la surface. Et donc ce matin, avant de venir, ce qui m'a valu un léger retard, je me suis refalé les 168 buts du Paris Saint-Germain la saison dernière, ainsi que les 48 buts de cette saison. Et en fait, mon impression, elle était bonne, en fait, ce Paris Saint-Germain. Et j'aime le fait que le Paris Saint-Germain marque beaucoup plus de buts en dehors de la surface de réparation. Pour donner quelques chiffres, la saison dernière, ça représente 10% des buts marqués sur toute la saison. C'est 16 buts sur 168. Cette année, il y a 48 buts inscrits. Il y en a 20 qui ont été marqués en dehors de la surface de réparation. Donc ça veut dire un peu moins d'un tiers, quoi. J'ai les pourcentages exacts, je pourrais les donner. Un peu plus d'un tiers même. Un peu plus d'un tiers, c'est 20%, exactement. C'est 20,83%, pardon. Et l'autre point qui est à noter, c'est que par rapport à la saison dernière, à pareille époque, en fait, Paris, ils avaient marqué que 4 buts en dehors de la surface. Là, on est à 10. Et donc, ça veut dire que c'est une arme supplémentaire. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça démontre déjà la qualité des frappeurs qu'il y a au Paris Saint-Germain. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça ne veut pas du tout dire que les adversaires du Paris Saint-Germain mettent le bus devant la surface de réparation et que le Paris Saint-Germain, du coup, s'en remet à des frappes de loin, parce qu'il y a des frappes de loin qui arrivent sur des phases de transition. Par exemple, le but de Désiré Doué à Leverkusen, le ballon porté par Gvara contre l'Atalanta. Donc voilà, je trouve ça bien que le PSG ait cette palette-là dans son jeu, avec beaucoup de joueurs qui sont capables de marquer. Il y a Lee, il y a Gvara, il y a Doué, il y a Fabien Ruiz, Neves, Viti. Warren aussi, hier, je pense à Warren qui tente. En fait, Warren est le premier à tenter d'allumer des mèches en extérieur de surface de réparation. Il le tente 2 fois. 2 fois, il se fait, il voit le ballon contrer, mais il tente sa chance. Ouais, même Bradley Barcola, au début de saison, fait partie de ces joueurs qui peut. Ouais, t'as Nuno, t'as l'année dernière contre PSV Eindhoven, Hakimi met une frappe de loin. Donc ouais, le nombre de joueurs capables de mettre des frappes lointaines est assez pléthorique dans cet effectif. Et c'est assez marrant, on a l'impression, on est vraiment dans l'an 3 de Luis Enrique, qui, je vous le dis, je ne vais pas dévoiler toute la liste des chouchous, mais dans le livre Rouge et Bleu, il est dans les chouchous. Désormais, c'est l'un des seuls entraîneurs à être dans la liste des chouchous, voire même le seul. Le seul avec Luis Hernandez qui a un cas un peu particulier. Oui, c'est le fil rouge du PSG, lui. Voilà, Luis Hernandez, c'est joueur, entraîneur, il aurait voulu être dirigeant, direction, tout ce que tu veux. C'est assez intéressant, c'est que le Paris Saint-Germain, coup de pied arrêté, désormais, l'an dernier on se plaignait des coups de pied arrêtés, on marque sur coup de pied arrêté, on marque en dehors de la surface de réparation. En fait, on a l'impression que dans l'an 3 de Luis Enrique, on est en train de peaufiner là où ça n'allait pas, j'ai envie de dire, les saisons précédentes. C'est ça, après c'est vrai que sur les frappes de loin déjà, au-delà du spectacle qui est plutôt chouette, parce que moi c'est toujours agréable de voir des frappes de loin plus que certaines actions, on va dire, plus banales, donc ça c'est au-delà de l'aspect esthétique, c'est vrai que ça, ce que tu dis sur les coups de pied arrêtés et pour les frappes de loin, ça répond aussi à des problématiques qui peuvent arriver au Paris Saint-Germain de manière générale historiquement, c'est-à-dire, alors sans prendre l'expression mettre le bus, mais en tout cas des équipes qui vont plus défendre qu'elles ne vont le faire avec d'autres équipes. Les coups de pied arrêtés et les frappes de loin étant sûrement les deux réponses les plus, on va dire les plus naturelles en tout cas, pour pouvoir donner envie à ces équipes de ne pas se reposer que sur ça, et donc de déstabiliser encore plus. C'est encore plus difficile de répondre à ce PSG version Luis Enrique qui est déjà hyper complexe à prendre en main pour un entraîneur adverse, avec tous les décrochages, toutes les personnes qui permutent, avec des latéraux qui viennent jouer parfois plus dans l'axe que des ailiers. Enfin, c'est hyper difficile à lire pour les joueurs, pour les entraîneurs, des matchs très difficiles à préparer. Maintenant, si tu dois te dire, avec les stats dont parlait Marc, qu'en plus, il faut non seulement faire attention à tout ça, mais qu'il faut vraiment tenir les joueurs dès qu'ils s'approchent, on va dire, dans une zone entre 25 et 18 mètres. Là, tu te dis, comment tu fais pour défendre face à ça, sachant que Tottenham, en plus, défensivement, fait plutôt une très bonne saison, contrairement à la saison dernière. Et donc là, ils s'en prennent 5. Ils s'en prennent 5 alors qu'ils sont dans une bonne saison défensive et dont plusieurs frappes de loin. Donc c'est vrai que ça, c'est super intéressant. Et oui, comme tu dis, c'est une forme d'évolution de Luis Enrique qui ne cesse de nous surprendre. Et il y a une chose par rapport à ce que tu disais, par rapport à cette équipe de Tottenham, juste pour information, Tottenham n'avait pris que
4 buts avant cette rencontre en Ligue des Champions cette saison. Donc ils avaient plutôt bien bossé, comme tu le disais. Pour terminer là-dessus, est-ce que ces petits ajustements, en tout cas de Luis Enrique, est-ce que c'est pas aussi un calcul par rapport à l'état de forme de certains? C'est-à-dire que le coup de pied arrêté, c'est peut-être moins chronophage qu'un jeu de transition rapide. Idem peut-être pour la frappe de loin, où on a le droit d'essayer de moins peut-être combiner, de tenter quelque chose. Je sais pas, je pensais aussi à ça sur ce Paris Saint-Germain qui, on le rappelle, n'est peut-être qu'à 50% de ses capacités en ce début de saison. C'est possible. Après, il ne faut pas non plus oublier que des séances aussi tactiques, vidéo que ce soit, ça use les joueurs, parce que c'est mentalement, c'est de l'attention, c'est de la présence. Il faut emmagasiner des consignes, les réappliquer, les réécouter, les réemmagasiner. Donc c'est quand même des va-et-vient assez permanents. Et moi, je pense que c'est aussi le fait que Luis Enrique, il travaille quand même sur plein de points depuis très longtemps, avec des dosages plus ou moins réguliers, plus ou moins intensifs par moment. Et il y a des moments où ça paye plus. Par contre, moi, je voudrais, sur les frappes de loin, il y a deux choses qui se dégagent. D'ailleurs, d'abord, sa première saison, à la fin de sa première saison, le PSG, c'est quasiment une des meilleures équipes sur les frappes en dehors de la surface. L'année dernière, à cette époque-là de l'année, fin novembre, Paris, c'est 4 buts en dehors de la surface. Et après, c'est ketchup à partir du mois de janvier. Et donc, comme par hasard, c'est ce moment où le jeu il est un petit peu sclérosé, où on se fait des petites passes, on se redonne tiki-taka, et le jeu n'avance pas. Et au mois de janvier, quand tout s'inverse, tout bascule, on voit un peu plus de jeu en transition, on voit aussi finalement plus de buts sur des frappes en dehors de la surface. L'année dernière, donc je disais 4 buts avant la trêve, deuxième partie de saison, il y en a 12. Donc ça veut aussi dire qu'il y a des choses qui ont été travaillées, mais je pense aussi que des joueurs à qui on a laissé plus de liberté pour prendre des initiatives et pour être plus déstabilisant. En tout cas, le Paris Saint-Germain, effectivement. Puis moi, j'adore. Tu le disais, Damien, moi, au commentaire, c'est le kiff intégral, c'est ses frappes lourdes. L'un de mes plus beaux souvenirs, c'est les frappes d'Alex. J'adorais ses coups francs. Bon, Zlatan, il en laissait pas beaucoup, mais PSG quand il Montpellier. pétait un coup franc... Ouais, mais quand PSG Montpellier, il frappe à 30-35 mètres, là, quand tu vois le truc partir. Bon bref, pardon, excusez-moi. Bon, Damien, tu vois, on t'avait manqué dans ce podcast. Damien, avec toi, ton j'aime, s'il te plaît. Tu dis ça comme si on s'était pas vu hier en plus. Non, mais oui, bref, si on avait passé 3 heures ensemble, effectivement. Pour poursuivre sur Luis Enrique, qui il est vrai, ça devient, il est presque déjà dans la légende du Paris Saint-Germain. Bon, ne serait-ce que parce qu'il nous a fait gagner, nous a fait remporter le titre qu'on attendait tous, mais au-delà de ça, en fait, c'est un tel génie qu'on a du mal, je pense, à réaliser systématiquement un petit peu toutes les avancées qu'il nous fait faire et la permanence en plus de tout ça. C'est difficile d'avoir des mots. Charme. Ouais, complètement. C'est difficile d'avoir des mots en fait sur ce qu'il est en train de réaliser au Paris Saint-Germain dans notre club. Et justement, pour poursuivre un petit peu, c'est un peu dans la même veine de ce que Marc expliquait justement sur la transformation de l'équipe. Et évidemment, c'est grâce aux joueurs qui frappent et qui frappent correctement, mais c'est aussi des ajustements tactiques, des demandes et du management. Et moi, c'est cette côté le PSG à réaction. On a tellement souffert depuis l'arrivée de QSI de Paris Saint-Germain où on se disait, dès qu'on les voyait se faire prendre un but, on se disait, le match, c'est pas qu'on y croyait en tant que supporter, mais au fond de nous, si on commençait à avoir une analyse froide, on se disait, ça se voit, on ne reviendra pas, sauf coup du sort, sauf coup de génie d'une de nos stars. Et là hier, en fait, quand il y a le premier but de Tottenham et qu'après encore plus quand il y a le 2-1, je me dis, est-ce qu'on est retombé dans notre travers? Est-ce que ça n'achevait pas la saison, mais je me disais, mince, on est reparti dans une période que Luis Enrique va devoir gérer. Et en réalité, il y a toujours cette réaction. Et à un moment donné, j'ai même pas réalisé. Enfin, si j'ai réalisé ce que j'ai vu les buts, mais on réalisait même pas qu'on avait repris l'ascendant, qu'on était devant. C'est un plaisir absolu. Et en plus, quand il y a la réduction du score de Tottenham, là c'est pareil, je me suis dit. Et en fait, là cette fois-ci, maintenant, j'étais plus stressé. Il y a 2-3 ans, je pense que j'aurais resté dans un stress absolu en me disant on va se manger le 4-4, c'est quasiment sûr et certain. Et finalement, non. Et voilà. Et donc ça, c'est vrai que ce côté PSG à réaction qui se joue évidemment tactiquement par des ajustements, j'imagine. Peut-être qu'il doit serrer un peu plus ceci, dire d'accélérer sur cela, mais qui est aussi beaucoup de préparation mentale. Et c'était un des très très gros défauts du Paris Saint-Germain depuis l'arrivée de QSI en gros. Et on sent que la préparation mentale de Luis Enrique pendant le match, à la mi-temps, avant le match évidemment, même après le match, etc. C'est un travail absolument fabuleux. Le mental du Paris Saint-Germain, cette capacité à désormais à ne
plus jamais lâcher. Cette résilience, ce PSG est résilient et c'est ça aussi qui est intéressant, Marc. Bah, ce que je trouve, c'est quelque chose de très intéressant et cette année, il a donné beaucoup de gages de sécurité par rapport à ça. Mais ce que je trouve fou, c'est qu'il n'a pas réussi à le transmettre à beaucoup de ses supporters. C'est-à-dire que quand tu te retrouves dans ces situations où Mais le Paris Saint-Germain est un club marqué par ça. Ouais, mais Malgré l'arrivée de cet entraîneur-là qui... Attends, t'as fait ton premier match de la saison, tu vas jouer à Tottenham. Tu te fais trimballer pendant 1 heure parce qu'en fait, t'as repris il y a 6 jours. Ouais. Puis en fait, à la fin, tu vas gagner la Super Coupe d'Europe. D'ailleurs, en faisant un dernier quart d'heure où tu leur marches dessus. Barcelone, c'est pareil. Des exemples, je pense, on va en retrouver. Il y a hier soir. Il y a Nice, il y a Lyon, il y a tout ce que tu veux, même en championnat. Voilà, et donc je pense qu'il faut donner aussi du crédit à cette équipe. Moi, hier, quand il marque, je me dis pas. T'affole pas. Moi, non, je m'affole pas. Il marque quoi, à la 34e hier, Tottenham, 37e, 34e, je sais plus. Bon, il reste 60 minutes en fait à jouer. Hein. Ouais. Paris Saint-Germain. Bravo. Bravo, Voilà. parce que moi, non. Et en fait, moi, je n'étais pas bien. Moi, je tirais la tronche. Je te dis, j'avais plus de pain de chez moi. Là, c'était la catastrophe. Donc, du coup, j'étais là. En fait, j'avais plus rien pour me détendre. C'est trop tard. Moi, la seule chose qui pourrait m'inquiéter, c'est de me dire, qu'est-ce que tu fais avec ce banc? Mais en fait, au final, tu arrives quand même à l'exploiter. Et les joueurs qui sont sur le terrain, à un moment donné, vont faire une différence. Hier, les 3 au milieu, ils sont à un niveau stratosphérique. Et je veux dire, quand Paris commence à avoir le ballon, les courses des deux, là, Ruiz et Neves, elles font mal au crâne à tout le monde, quoi. Donc, je pense qu'il faut accorder ce crédit. Il faut aussi se calmer, parce que calmez vos petits cœurs, les amis. Il y a des choses plus graves, et puis surtout... ça donne. Moi, je sais pas. Moi, quand je les vois dans cette position, d'une certaine manière, je suis galvanisé, quoi. J'ai envie de me dire, c'est bon, allez, on va encore vivre un scénario de fou, ça va être génial, quoi. Et je sais pas, j'ai plus envie de. Je retombe pas dans une position d'inquiétude. Je suis plutôt dans une position d'excitation quand je les vois mener, moi. En tout cas, le Paris Saint-Germain qui est la meilleure attaque du championnat. Juste pour faire la passerelle avec Rouge et Bleu, le livre de notre copain Damien Doll et de Philippe Goguet aussi, pour parler de Luis Enrique, le mec qui arrive à vélo, qui chante nos chants, son histoire personnelle, tout est attachant chez lui. Sans jouer, il a réussi à conquérir les cœurs et après le boulot qu'il a fait, 3 petits points. En gros, ça veut dire waouh, t'as vu ce qu'il nous a apporté. C'est de la part de Mamadou, habitué du parc depuis le début des années 90, pour parler de Luis Enrique, du coach Enrique. Continuons sur les j'aime pas. Vous l'avez compris, on n'est pas forcément sur les joueurs, puisqu'on va venir sur les joueurs peut-être et c'est même sûr, dans les questions qui vont venir après. Parlons désormais des j'aime pas de vous les garçons. C'est pour toi, Marc. Moi, j'ai mis un j'aime pas un peu bizarre. Oui, super teasing, Marc. C'est ça. Alors, je vous l'avoue, quand je l'ai reçu sur notre conversation WhatsApp, j'ai fait OK. Mais comme Marc est un artiste, voilà, c'est un joueur à qui on laisse le ballon. Faut pas le brider. Je ne veux pas faire que du Luis Fernandez sur un Ronaldinho. Je le laisse faire. C'était marqué le bus. On va quand même voir si c'est Ben Arfa ou Messi là quand même. En termes d'artistes, on va quand même voir. Je pense comment ça va se terminer. Ça va finir en Mourad Megni. Boskovic. Voilà. Boskovic, très bien. Oui, c'est pas mal. C'est mieux. Plus pareil. Non, en fait, hier, je reçois une alerte d'un média que j'affectionne particulièrement et je vois Tottenham où les Anglais mettent où il y avait écrit le bus londonien. Donc il y avait déjà une volonté de faire un jeu de mots, pas forcément évident. Oui, double bus. Voilà pour ceux qui. Mais du coup, de dire que cette équipe de Tottenham mettait le bus. Et j'avoue, je me suis dit que on avait. En fait, maintenant, quand le Paris Saint-Germain domine son adversaire, on dit qu'il ne marque pas, on dit que l'adversaire met le bus. Mais je suis désolé, en face, hier, ils ont fait un pressing. Dès qu'ils ont pu se projeter, ils se sont projetés. Et quand ils se projetaient, en fait, les latéraux, ils y étaient. Enfin, OK. Il y avait trois centraux. Pape Matar Sarr qui joue au milieu, il joue à droite. Mais en fait, si tu regardes Tottenham depuis le début de la saison, ils ont un milieu de terrain qui joue à droite depuis le début de saison. Et normalement, c'est Kudus qui était blessé, qui est rentré après en fin de match. Et donc, si tu veux, je trouve que on a une faculté à sortir cette excuse du bus trop facilement. Alors que les mecs, en fait, juste en première période, ils étaient très agressifs. Ils défendaient
plutôt bien dans le duel. À la fin de la première mi-temps, il y avait quelques Parisiens qui montraient quelques gestes d'agacement parce que quand le ballon leur arrivait et qu'ils étaient dos au but, il y avait toujours un joueur de Tottenham qui venait chatouiller les tibias. Et en fait, pour moi, c'est pas ça, mettre le bus. Mettre le bus, c'est faire ce qu'a fait Nice, en fait. Tu prends le ballon, quand tu l'as récupéré, peut-être tu fais une sortie de balle, mais tu vas t'en débarrasser très vite. T'as pas d'ambition de jeu. Je suis désolé, quand tu mets le bus, tu mets pas 3 buts au Parc des Princes, en fait. Mais est-ce que le Paris Saint-Germain, alors, si c'est pas des bus, c'est mieux gérer quand même ce genre d'équipes qui sont agressives? On sait qu'elles n'aiment pas ça, cette équipe-là. Elle n'aime pas ça, cette saison. Enfin, depuis le début qu'elle est avec Luis Enrique, ce PSG n'aime pas se faire rentrer dedans. Chelsea, Tottenham, première mi-temps de Tottenham face à Udinese en Supercoupe. Est-ce qu'on sait le mieux le gérer maintenant, vu le résultat d'hier? Tu sais qu'à un moment donné, tu vas finir par... vu la possession outrageuse que tu vas finir par renverser la vapeur. Parce que quand j'ai reçu cette alerte, je suis allé voir les stats. Je me suis dit, putain, ils exagèrent. Parce que moi, mon impression visuelle, c'était que le Tottenham, j'allais pas dire ils rendent l'appareil à Paris, mais ils font pas tâche non plus. Et en fait, il y avait 31% pour Tottenham et 69% de possession pour Paris. Donc il y avait quand même une possession très très déséquilibrée. Mais pour autant, j'avais l'impression que Tottenham, ils avaient le ballon et quand ils l'avaient, ils en faisaient à peu près quelque chose, quoi. Et donc, voilà, je trouve qu'il faut faire très attention avec cette expression de bus, qui est, à mon avis, un grand raccourci pour décrire un rapport dominé-dominant. Marc ne monte pas dans le bus. Plutôt Boskovic ou plutôt Messi? Ça va, 6 sur 10. Non, c'est un peu plus compréhensif, que quand on l'a reçu tout à l'heure sur WhatsApp. Quand on a reçu le texto. Effectivement. Damien, avec toi, ton j'aime pas, s'il te plaît. Je sais que c'est un j'aime pas, je vous vois déjà derrière ou l'écran ou derrière vos écouteurs en train de vous dire mais ils vont pas en parler. Allez, Damien, si on va parler de Lucas Chevalier, bien sûr. Oui, il faut y aller. Une autre forme d'artiste depuis le début de saison. Voilà, c'est ça. En fait, je pense qu'il y a deux catégories de joueurs, deux catégories de supporters avec les joueurs. Il y a ceux qui... C'est un j'aime pas Lucas Chevalier ou c'est quelque chose de plus global sur le... J'aime pas Lucas Chevalier. Allez, parce que comme ça, on arrête les bêtises. Non, j'aime pas. Je sais pas, humainement, peut-être qu'il est très sympathique. Je sais pas, j'ai jamais rencontré, mais depuis le début, depuis son arrivée à Paris, quasiment rien ne va. En réalité, on pensait que ses arrêts lors de la séance de penalty en Supercoupe d'Europe, on pensait que justement c'était après une légère erreur, on pensait que c'était une manière de rentrer dans le grand bain du Paris Saint-Germain, de pas de faire oublier Donnarumma puisque voilà, c'était le meilleur gardien au monde, donc peut-être encore aujourd'hui d'ailleurs, mais au moins de se dire on écrit une autre histoire et on va voir ce que ça va devenir. Est-ce qu'on va continuer sur cette parenthèse enchantée au niveau des gardiens de but depuis Keylor Navas, deux gardiens quoi, Keylor Navas et Donnarumma, ou est-ce qu'on va repartir dans nos travers avec des gardiens cataclysmiques, c'est-à-dire avant Keylor Navas depuis Bernard Lama, donc ce qui fait une parenthèse un peu plus grande. Et là on tend plus vers cette période un peu désenchantée justement. On sent que, hier soir, alors nous, notre consultant Eric Rabé-Santana nous a dit, moi je suis pas d'accord avec vous, je trouve qu'il n'est pas fautif sur les buts. Voilà, c'est en fait il faut se retourner vers la défense avant de charger. Alors c'est juste. En réalité, on va venir te voir, Marc. En réalité, sur les 3 buts, il y a peut-être juste sur le premier où on peut se dire qu'il peut un peu plus lire les trajectoires de balles, etc. Mais quoi qu'il arrive, il y a des erreurs défensives sur les 3 buts. Et Luis Enrique, par exemple, quand il le défend post-match, il est dans son rôle et ça me choque absolument pas. Parce qu'il y en a qui disent il voit pas. C'est sûr que si, il voit les choses, mais qu'à un moment donné, si Luis Enrique il arrive et qu'il enterre son gardien, c'est fini. Alors là, on peut déjà en chercher un pour le mois prochain ou sortir le petit jeune c'est ça du frigo. En fait, ce que Donnarumma parvenait à faire, c'est que justement sur des situations impossibles, il arrivait à faire des arrêts absolument improbables. Donnarumma a fait plein d'erreurs aussi, c'est pas le sujet. Mais en fait, il arrivait à sortir des arrêts vraiment stratosphériques, des choses où on se disait celui-là sera sûrement dans le top 10 des arrêts de l'année en Ligue 1 ou en Ligue des Champions. Et Lucas Chevalier, non seulement il en a fait 1 ou 2 depuis le début de saison, où on se dit ça c'est mais très bien parce que tu es gardien du Paris Saint-Germain, donc de toute façon il vaut mieux que tu sortes quand même ce type d'arrêt-là parce que tu n'auras pas beaucoup de boulot, donc il vaut mieux briller sur le reste. Mais il a trop fait d'erreurs et là maintenant sur un match comme celui-ci, encore une fois, ce n'est pas le plus fautif, mais on sent qu'il n'arrive pas à se sublimer
pour pouvoir dire voilà, maintenant c'est moi et je vais arrêter des choses qui ne sont finalement pas arrêtables, mais que mon prédécesseur faisait. Ah, il avait fait un bon match, on va dire. On pensait qu'il était reparti, en tout cas parti sur la bonne pente avec son match face au Havre. Et effectivement, hier, il n'y a pas d'arrêt miracle, ou en tout cas des choses marquantes pour le sauver. Il a, je crois, 4-3 dans le Parisien et l'équipe ce matin. 4-4. Marc, Ouais, tu voulais réagir? moi je partage l'avis de Damien en fait. Après ce matin, j'ai revu pas mal de buts, fait un résumé des matchs du PSG. Du coup, j'ai vu aussi pas mal d'arrêts de Lucas Chevalier, un peu réflexe depuis le début de saison. Mais encore une fois, je pense que là où on l'attend, d'abord on attend une forme de régularité et on attend aussi que qu'il y ait un arrêt extraordinaire ou un arrêt majeur qui compte dans un match. Et hier, moi je suis désolé, mais le but de Randal Kolo Muani, par exemple, c'est celui qui m'a le plus choqué parce que le ballon il lui passe sous le bras en fait. Oui, oui, oui. Et le but il est tout ouvert, enfin la frappe elle est plein centre dans un angle fermé. Donc moi tu vois qu'ils sont en retard sur le corner, je me dis en fait le staff du PSG ils ont choisi un joueur qui prend des initiatives, qui va sortir loin de son but, qui a pas peur de prendre ces initiatives qui peuvent voilà, faire des différences par moment. Donc ça, encore une fois, j'ai pas trop envie de reprocher. Mais ouais, pour le moment, j'ai toujours pas vu sortir un arrêt majeur. Si, peut-être dans le classique, dans le Classico à Marseille, il sort l'arrêt, un duel face à Obama. Juste avant, il se foire avec, oui, bien sûr. Marquinhos, quoi. Bien sûr. Après, moi, je suis pas aussi catégorique. Je pense que c'est un garçon il est quoi, 2005 2004, Lucas Chevalier est à 21 ans. J'ai pas envie de partir dans des grands éclats de voix comme je vois sur d'autres. Non, mais on n'est pas, je sais bien que voilà, c'est pas là. parce que ça se trouve, en fait, dans 6 mois, il met tout le monde d'accord. Le gars, il a réglé à peu près tout ce qui va bien. Et puis, il a trouvé la mesure sur 1 ou 2 matchs déclic en partant à la Coupe intercontinentale et au Koweït contre où il n'y a pas de supporters. Et puis, il revient et il met tout le monde d'accord, en fait. Donc, C'était un 2001. Pour ton info. 2001, pardon. Je crois que j'ai dit une grosse bêtise. C'est ça. Grosse bêtise. Je suis en train de me dire, je pensais que je vais te rattraper. C'est un 2001. Mais juste, l'habit est trop grand ou pas? Pour l'instant? Moi, je pense que oui, mais encore une fois, je dis je pense que oui, je n'ai pas la certitude. Les signaux qu'il envoie en fait depuis son arrivée au Paris Saint-Germain sur le terrain, au-delà du fait de son like qui en plus vont faire que des supporters vont pas forcément être aussi patients qu'avec d'autres. Donc du coup, des fois sur des moments où il va faire des matchs un peu mid, il y en a qui vont basculer dans le c'est bon, on en aura le bol. Mais sur ses prestations sur le terrain, il donne cette impression d'erreurs qui sont dues non pas à un déficit technique, mais à des problèmes dans la tête. Ouais, moi, Et après, tu as raison, peut-être que dans 6 mois, en fait, il peut avoir ce déclic dans la tête. Mais des gardiens qui renversent absolument. Parce que Donnarumma, en fait, lui, il avait un truc, c'est que on sentait qu'absolument tout lui passait au-dessus. C'est quand même quand il faisait des erreurs, etc. C'était sûrement faux et sûrement qu'il dormait mal la nuit quand il avait fait une erreur. Mais en revanche, il avait ce truc-là de une sorte de rouleau compresseur où même quand il faisait des erreurs, et puis à un moment donné, quand il fallait faire que des arrêts décisifs, genre pour nous faire gagner la Ligue des Champions, il est arrivé et même en finale, quand on gagne 5-0, il fait un seul arrêt qui aurait pas changé le résultat final, parce que c'était trop tard, c'était à 4-0 je crois. Mais en fait il fait le seul gros arrêt qu'il a à faire, il le fait, il est extraordinaire. Et quand je parle d'arrêt impossible, normalement ce but là rentre avec 99% des gardiens dans le monde. Et moi je trouve que je pense que Lucas Chevalier n'arrivera pas à endosser cet habit dont tu parles, mais encore une fois, voilà. Je pense qu'il faut lui laisser une vraie saison. Il avait cet habit-là à Lille. Il avait fait des arrêts assez importants. Ouais, mais il est chez lui, en fait, dans un univers qu'il connaît parfaitement. Et en fait, là, c'est pas le cas ici. Donc, moi, j'ai envie de lui laisser la saison. J'ai envie de lui laisser T'as pas un peu envie de changement, qu'un Safonov prenne un peu les gants pour 1 ou 2 matchs, ou qu'un Renato Marine, il y a une fois qu'on regarde un peu non, ce que ça donne. parce que en fait, c'est déjà Luis Enrique se désavouerait en faisant ça. Et puis alors là, en termes de management, je pense que tu le niques, le gamin. Donc, un gros mot. Ouais, pardon. Tu le flingues, quoi. Ouais. Donc non, je pense pas. Et je pense qu'en fait, il faut souligner ses erreurs, mais aussi, moi, je ferai partie de ceux qui seront plus directs à la fin de la saison. Ouais. Tiens, juste pour la petite anecdote, hier en virage Auteuil, j'ai eu mon cousin. Voilà, qui est monté, la famille, j'avais trouvé une place, tout ça, pour aller voir le match. Et donc, il s'est fait le match. Et donc, hier soir, on a débriefé la rencontre.
voilà, terminé la soirée ensemble à la maison et il m'a dit waouh, Lucas Chevalier, il ramasse en virage, c'est de la folie, tout le monde ne parle que de lui et tout le monde le Ah fracasse. oui, non, mais Il n'y a pas de positif autour de lui, rien du mais tout. je pense qu'en vrai, l'histoire du like, là, ça va le poursuivre. Mais... Ah, mais moi je pense que c'est un chewing-gum effectivement qui partira pas de Et sa en peau, vrai, quoi. la question, la problématique, c'est pas tant qu'il est liké. Parce que moi aussi, ça m'arrive de liker des trucs par hasard dans ma timeline. C'est comment ça arrive dans ta timeline, quoi. C'est ça, effectivement. On est d'accord. Ça, c'est fait. La punchline pour terminer. Mais voilà, en tout cas, il semblerait qu'effectivement, il n'est pas une grosse cote, mais ça se voit d'ailleurs sur les réseaux sociaux, une grosse cote de popularité. Notre gardien de but. Les amis, on passe au match, bien évidemment, et on continue à mouliner cette rencontre. Mouliner, c'était l'ancienne tribune. C'est quand on disait passer le match à la moulinette. Mais on va voir un petit peu cette rencontre et on va parler d'un homme avec Vitinha. Vitinha qui a marqué un triplé. Triplé de Vitinha. Et la question, c'est jusqu'où s'arrêtera-t-il? Juste pour votre information, il nous a fait l'aveu hier en conférence de presse que c'était son premier triplé de sa carrière. Voilà, il n'avait jamais marqué 3 buts et il a dit peut-être que sur PSG TV, il a dit peut-être que je suis inspiré par Neves. C'est peut-être Neves qui commence à me chauffer, à mettre des triplés dans tous les sens. C'est peut-être ça aussi qui me... Voilà, il est mort de rire quand il dit ça. Et je trouve ça hyper frais. Et alors, pour la petite anecdote, je suis allé chercher ça aussi. Est-ce que vous saviez depuis quand un joueur du Paris Saint-Germain n'avait pas mis un triplé en Ligue des Champions avec le PSG? Lévin Kurzawa. Alors là, et au quiz, là, 2017, Ouais. pas mal. Lévin, que l'on salue, bien évidemment, et qui vient quand il veut dans le mag de Pia Clément pour nous raconter un peu son histoire et sa suite. Vitinha, juste déjà un mot peut-être pour le qualifier. Chacun d'entre vous, Damien, un mot pour qualifier. Je sais que c'était pas ta cam au départ, voilà, mais C'est bon, j'ai mangé mon chapeau, ma casquette. Et maintenant toi aussi, tu as un serre-tête et tu le fais tourner au-dessus de la tête ou pas? Cette attends. célébration. C'est le seul truc qu'il faut, c'est bon. Voilà, je peux encore le critiquer juste sur ça. Du coup, maintenant, sur le reste, c'est terminé. Je suis achevé, donc du coup, T'as le droit. moi, le mot, c'est incroyable, tout simplement. Pourquoi? Ah bah, tu me dis un mot après. Bah oui, D'accord. mais derrière, ok. voilà. Parce qu'en fait, quand il fait sa première saison, moi, de toute façon, c'est enregistré, donc je vais pas me dédire. Tu Je ne vais pas peux dire. pas te dédire. Ceux qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas l'histoire de Damien Doll avec le Paris Saint-Germain, c'est que d'abord, il est fan de Marco Verratti. Comme par hasard, il est dans les catégories chouchou Marco Ça a Verratti. été, on a fait un sondage auprès de 14 000 personnes. C'est ça. Et donc, rouge et bleu dans le livre. Et donc, Vitinha, c'était pas sa cam, puisque tout le monde n'arrêtait pas de dire Vitinha, c'est le remplaçant de Marco Verratti. Voilà, juste pour la petite parenthèse, et je te laisse terminer. Et après sa première saison était vraiment enfin, ceux qui, en regardant la première saison, pouvaient imaginer qu'il serait top 3 Ballon d'Or en 2025 et qui ferait encore ce qu'il fait là. C'est encore, en fait, je dis incroyable parce qu'on a l'impression qu'il ne cesse de progresser dans tous les compartiments du jeu. Moi, le plus grand reproche que je lui faisais, c'était de trop peu jouer vers l'avant, de toujours jouer de manière latérale, de pas prendre suffisamment de risques, de porter parfois le ballon, mais pas suffisamment, alors on sentait qu'il était capable de le faire. Et à un moment donné, moi, je me disais, non, en fait, il n'en est pas capable. Et en réalité, j'ai l'impression que, match après match, c'est peut-être trop fort, mais en tout cas, mois après mois, on a l'impression qu'il est en train de peaufiner ses qualités, qu'il est en train d'en glaner d'autres. Les frappes de loin, il a toujours su frapper de loin, mais là, maintenant, carrément, il nous met des doublés de loin. Et en plus, la frappe là, sur le penalty, elle partait très bien également. Je veux dire, oui, il est incroyable parce qu'on ne sait même plus. Alors, je vais pas dire on ne sait pas où est-ce qu'il va s'arrêter. Je veux dire, voilà, c'est pas le joueur le plus rapide du monde, donc il aura peut-être au moins cette limite là sur les percussions. Mais sur son jeu de passe, sur son jeu vers l'avant, sur sa vision du jeu, sur la gestion du rythme aussi. Ça, c'est une de ses plus grandes améliorations depuis son arrivée à Paris. Et voilà. Moi, franchement, oui, j'ai mangé complètement mon chapeau. C'est peut-être le meilleur chapeau que tu aies mangé. Hier, s'il me remet un triplé en finale, ce sera vraiment le meilleur celui-là. Juste petite, alors je ne sais pas, j'étais pas à la zone mixte, je vous le dis, je suis arrivé en retard par rapport, voilà, il y a peut-être des choses à faire avant de descendre en zone mixte et je ne sais pas, voilà, qui a posé la question. Il y a quand même un journaliste, un copain, la bande, là je ne sais pas, j'aimerais lui tirer l'oreille, qui lui a demandé est-ce que c'est le plus beau match de votre vie, votre meilleure prestation de votre vie. J'aimerais juste qu'on se remette un petit peu tranquille. Oui, il a mis un triplé hier. J'aimerais juste qu'on revoie sa finale de Ligue des Champions face à l'Inter Milan.
Et là, son chef-d'œuvre, il est là. Et je pense que avant qu'il arrive à nouveau nous refaire ça, bon, je sais pas, hein, c'est un avis. Mais quand j'ai vu le truc, j'ai fait waouh. Attends, tout doux. Oui, c'était un gros match, mais voilà. Pardon. Un mot pour le définir. J'ai eu un incroyable à ma droite, à ma gauche, ça donnera. Marc. Je peux faire une comparaison à un truc que je regarde en ce moment. Vas-y. Je regarde une vieille série qui s'appelle Heroes. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Pas vu. C'est l'histoire de gens qui se découvrent des pouvoirs surnaturels. Et dedans, il y a un héros qui a la capacité d'imiter, d'absorber les pouvoirs des autres. Il s'appelle Peter Petrelli. Et ben en fait, c'est Vitinha. Vitinha, en fait, match après match, il voit un adversaire, tu as l'impression qu'il les absorbe. Puis en fait, il fait exactement tout ce qu'il faut pour les... Il prend tous les pouvoirs, toutes les forces des adversaires, il fait exactement tout ce qu'il faut pour les faire exploser. Et en plus, comme le personnage héros de cette série, c'est un gentil. Ah oui, c'est un mec super gentil qui est toujours dans la remise en cause, à chercher à progresser. Je pense que plus pro tu meurs. Enfin, d'ailleurs, les trois là, au milieu... c'est pas pour rien qu'ils sont au top de leur forme. Enfin, c'est trois grands professionnels un peu des moines. Ouais, c'est les moines Shaolin. Qui, je pense, ont des vies très équilibrées, qui sortent un petit peu, mais voilà. Ouais, c'est normalement, quoi. Et quand on dit sortir, ça veut pas dire aller en boîte de nuit. Enfin, ça veut dire on va au resto un soir. On voit notre famille en dehors de notre maison. Joao Neves est allé à la Tour Eiffel il n'y a pas très longtemps avec madame. Ce qui est normal en fait. C'est frais, c'est sympa. Mais et voilà, pour moi en fait j'ai l'impression qu'il dessine une toile à chaque match, aussi bien une toile de mètre qu'une toile d'araignée, tu vois, pour enfermer l'équipe adverse. Et franchement, c'est un régal. Par contre, je me pose souvent je me pose la question, mais on a un débat avec des copains. Dont un qui se reconnaîtra, qui se dit est-ce que si Vitinha changeait de club un jour, il aurait la même dimension qu'au Paris Saint-Germain? Ou est-ce que même la question, est-ce que s'il change d'entraîneur, est-ce que c'est peut-être ça la vraie question? Est-ce qu'il fait partie de ces joueurs quand tu changes de club, tu changes d'entraîneur, il garde cette dimension, ce rayonnement, ces performances? C'est un truc... J'espère que le Paris Saint-Germain le gardera le plus longtemps possible à ce niveau-là, mais c'est un truc que je suis curieux de savoir. Mais c'est une question finalement qu'on peut se poser avec beaucoup de joueurs du Paris Saint-Germain actuellement. Oui. Le joueur pour lequel on s'est posé la question, il est barcelonais en premier, c'est Dembélé. Dembélé, quand il part de Barça, on pensait que c'était l'artiste qui n'a pas réussi à s'accomplir, qui n'a jamais réussi à tirer son équipe alors qu'il a un talent absolument prodigieux. Il arrive à Paris et Luis Enrique le prend, il fait sûrement aussi une préparation mentale, lui trouve un poste, lui trouve une manière de jouer, etc. Et puis après, Ballon d'Or. Et c'est encore une fois, comme pour Vitinha, top 3 Ballon d'Or, si on nous avait dit ça à la fin de sa première saison Paris Saint-Germain. Ouais. Alors celui qui avait dit, si quelqu'un avait dit, il va aller à Paris, il va faire gagner des champions à Paris et il sera Ballon d'Or, Gary, absolument non. Personne n'aurait cru. Personne n'aurait cru. Et finalement, je pense que c'est pas il arrive. Et Hakimi aussi a été transformé par Luis Enrique. Donc c'est vrai que Fabien Ruiz, j'en parle même pas. C'est vrai que c'est des joueurs qui sont c'est une excellente question philosophique, j'espère, qui restera philosophique, puisque maintenant on veut pas trop qu'il parte, parce que remplacer un joueur comme ça, qui a réussi en plus à se fondre complètement dans le collectif parisien, je sais pas si c'est impossible, en tout cas ce serait très compliqué. Thomas Frank, l'entraîneur danois de cette équipe de Tottenham, qui doit bien faire des cauchemars maintenant avec le Paris Saint-Germain. Tu mènes 2-0 face au PSG en Super Coupe d'Europe, tu perds au tir au but. Là, c'est pareil, tu mènes 2 fois et tu perds. Sur Vitinha, il a dit « On a joué contre une belle équipe avec un ballon d'or à l'intérieur. Le prochain pourrait d'ailleurs être Vitinha. » Waouh! Quel joueur, point d'exclamation. Ce milieu de terrain, c'est vraiment quelque chose. Il marque les esprits. Moi, je vois la presse espagnole qui est en train de s'exciter du bulbe pour dire que Kylian Mbappé va devenir ballon d'or parce qu'il met des quadruplés face à l'Olympiakos Pirée. Par contre, il ne fait pas forcément le jeu. Vitinha va être son concurrent direct, je pense, avec peut-être Harry Kane. On est sur déjà... Ça dépend de la Coupe du Monde, en fait. Mais le Portugal peut la gagner, pour le coup. Oui, c'est clair, mais bon, Kylian... tu vas jouer le Curaçao, Haïti ou je ne sais quel, tu vois, tu as 48 clubs et que tu vas, avant d'arriver en demi-finale pour rencontrer une top nation, allez, j'exagère, quart de finale, Kylian
Kylian, il va battre le record de Juste Fontaine cet été, tu vois, tranquillement, en mettant 8 buts face au Curaçao et 12 buts contre je ne sais quelle autre nation de Mais est-ce qu'il a le profil? Il a été 3e au Ballon Puis d'Or. surtout, en fait, Kylian, là, il est dans une forme, les gars. Oui, c'est bon, les tribunes PSG. Si tu disais, Marc, sur autre chose. Voilà, D'ailleurs, Kylian Mbappé, j'en profite, juste pour la petite info, dans Rouge et Bleu, je me permets. Hein. Il y est. Ouais, bah, il y est, mais il est passé de chouchou à. Alors, il n'est pas catégorie paria, mais. Alors, on a une catégorie qui s'appelle de l'amour à la haine. On a hésité avec Philippe à le mettre là parce que c'est quand même un peu l'histoire de. Finalement, on lui a trouvé une double page à lui tout seul pour expliquer comment, alors qu'il était dans les chouchous en 2020, comment en gros sa fin au PSG et même pas sa fin puisque la suite l'a catégorisé dans un truc absolument incroyable puisque alors on avait avec Philippe justement, on était là en train de se dire c'est quoi un autre exemple d'un top club européen où le meilleur buteur de l'histoire devient un joueur qui fait des procès à son club, bon ça c'est jamais vu, mais alors en plus qui devient vraiment détesté par autant de personnes ou en tout cas à minima ignoré par les autres. Et ça franchement on n'a pas trouvé d'exemple dans les autres vraiment le meilleur buteur de l'histoire du club qui se retrouve dans cet état-là. Je pense que c'est typiquement parisien. De l'amour à la haine, il y a une catégorie, mais il a sa propre catégorie. Il a failli être une légende. Kylian Mbappé. Voilà, il aurait pu être une légende du club, il ne l'a pas été. Il serait resté un an de plus, il était là, s'il avait été là pour la finale de Ligue des Champions. Oui. On l'aurait perdu, mais voilà, parce qu'il était là. Bref, Vitinha, donc Ballon d'Or, quand on entend les entraîneurs comme ça, faut pas lui souhaiter. Il sera candidat, mais faut pas lui souhaiter. Ce qui va déterminer le Ballon d'Or, c'est malheureusement, comme chaque année de Coupe du Monde, donc globalement, c'est la Coupe du Monde. Et juste un truc, quand je posais la question sur où s'arrêtera-t-il, qu'est-ce qu'il faut encore améliorer? Parce qu'en fait, là, il est un peu patron aussi. Parce que moi, hier, j'ai donné cette expression, j'avais l'impression d'avoir un maître d'école qui annonçait aux enfants que la récréation était terminée et que maintenant, tout le monde au boulot, quoi. Et quand les autres reprennent de 1, il met le deuxième et là, il regarde tout le monde, il fait bon, allez. Maintenant, ça suffit, on y va, quoi. Et tout le monde suit, en fait. En plus, il est en train de devenir le leader, mais même... technique, ouais. Technique, mais aussi... c'est surtout que là, t'as pas Dembélé, t'as pas Désiré Doué. Donc, en vrai, et t'as pas Hakimi. Donc, ces leaders techniques, ou par l'exemple, que ça soit Hakimi et Dembélé, tu les as pas. Et donc, tu t'en réfères à lui, de facto. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand tu disais leader technique, il y en a quelques-uns qui n'ont pas pris la main. Merci pour ce moment sur Vitinha, mais on va continuer notre rencontre et puis on va parler des attaquants. Alors là, ça a été complètement improbable. 3 attaquants, Gvara, Barcola et N'Jontou. Moi, ceux qui viennent de me dire que N'Jontou a fait un super match, bon... Très bien, je veux bien en parler avec vous. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'attaque a été famélique. Il ne s'est pas passé grand-chose, à part 2 tirs, un pour Gvara et l'autre pour Barcola. Les attaquants ont vraiment patiné. Il n'y a eu que 11 vraiment séquences intéressantes entre eux. Bref, c'est vraiment trop faible. Et Barcola, dans tout ça, a encore fait des gros ratés. D'ailleurs, sa sortie à la tout juste 59e ou 58e minute de jeu, après une espèce de tête lobée complètement ratée, alors qu'un amorti de la moitrine aurait peut-être été plus intelligent et peut-être plus prolifique pour le Paris Saint-Germain. Est-ce que Bradley Barcola, qui est quand même dans le dur, on va être très clair, en Ligue des Champions, ça ne performe pas, et en championnat, à part 1 ou 2 entrées intéressantes, c'est pas non plus la fête. Peut-on envisager une rétrogradation? Moi, j'ai eu ce sentiment-là, quand Luis Enrique l'a changé, de dire ouais, ça suffit. Maintenant, j'en ai marre, faut qu'il se passe des choses. Est-ce que Bradley Barcola, il faudrait peut-être le rétrograder dans les statuts et lui dire bon bah écoute, maintenant t'es sur le banc, t'es un Canguilny et tu rentreras quand on aura besoin de toi. Et au profit de qui? Eh ben, je te le demande. Pour moi, en fait, Barcola... C'est un attaquant en perdition pour l'instant. Pour l'instant, pour moi, même s'il a marqué contre le Havre, je veux bien, mais oui, on l'attend sur autre chose, quoi. Il est pas dans une bonne forme, c'est sûr. L'an dernier, il avait aussi une mauvaise passe, finalement, quasiment, je crois, à la même période. Je crois c'est un peu, je crois, au mois de novembre, début décembre. Et puis après, alors, il y a eu le match contre Manchester City. Et c'est vrai que quand on réfléchit à l'épopée parisienne de l'an dernier, elle commence pas en 8e de finale.
Elle commence pas contre Brest évidemment, mais elle commence même pas contre Liverpool. Elle commence avec ce geste technique absolument fabuleux de Barcola qui était sur le côté gauche où il fait une espèce de feinte puis crochet, etc. Et il déboule sur le côté gauche. Accélération. Voilà, exactement, qui est absolument incroyable. Et ça sonne la révolte parisienne, puisque après la réduction du score, on égalise et on passe devant, évidemment, dans un match qui est un peu le point de départ du PSG Luis Enrique de 2025. Et autant pour Lucas Chevalier, j'ai un peu plus de doutes sur le fait qu'il va arriver à trouver sa place dans ce Paris Saint-Germain-là. Autant Barcola, oui, il a une mauvaise passe, mais à mon avis, il retrouvera lui un rôle au Paris Saint-Germain et un rôle. En fait, de toute façon, on a quatre très bons attaquants. Sauf que pourquoi est-ce que je te pose cette question ? C'est que sur les 4, il y en a un qui est toujours blessé, qui est doué, et il y a Dembélé qu'il faut surtout pas remettre titulaire à tous les matchs, etc. pour l'instant, pour éviter une rechute. Et après, une fois que tu te dis, bon, il reste Gvara. Et je vais abattre ma carte à Kanginli. Le garçon, il est impactant ces dernières semaines. Je te dis pas que c'est le meilleur joueur. Il est impactant et il aura débuté pour la 15e fois sur le banc de suite. En fait, il est tout le temps remplaçant en Ligue des Champions. Oui, ce n'est qu'un joueur de percussion pour fin de match. Mais Barcola est meilleur que Kanginli. Ça doit jouer. Oui, ça doit jouer dans la décision finale. Non, mais faut pas aussi oublier tous les matchs absolument transparents que Kanginli nous a fait. Ah, mais t'inquiète pas, je les ai pas oubliés. Voilà, et en fait, finalement, ses plus grandes prestations, c'est limite quand il n'est pas titulaire. Quand encore une fois, c'est la victoire en Super Coupe d'Europe. Il a une grande part de responsabilité dans ça, puisque c'est lui aussi qui sonne la révolte. Mais finalement, dans ces matchs titulaires, très souvent, on se dit, il a toujours le même crochet, c'est-à-dire de revenir sur son pied gauche. Donc quelqu'un qui fait une préparation vidéo, si on sait qu'Angli va être titulaire, il fait une préparation vidéo, je pense, de 5 minutes, il sait, bon, ok, alors lui, dès qu'il va faire semblant de déborder, il va revenir avec un crochet sur le côté gauche. Sur son jeu de passe, il essaye encore une fois de plus tenter. Il s'améliore là. Voilà, ça s'améliore, il essaie aussi de plus tenter des choses un peu originales, etc. Donc ça, c'est assez chouette. Mais voilà, on n'est pas dans une période. Si on avait l'effectif au complet, là, je te dirais, oui, en fait, là, l'attaque titulaire, c'est Dembélé, Gvara, Doué. Là, pour l'instant, tant qu'on n'a pas nos 4 attaquants en pleine forme, je pense qu'il faut le laisser encore tenter de démontrer que tu as tort, Bruno. Stat importante, en Ligue des Champions, en 31 matchs pour Bradley Barcola, 31 apparitions pour Bradley Barcola, seulement 4 buts et un stock d'occasions manquées qui est quand même assez incroyable. C'est quoi ? C'est une question de confiance. Il n'a pas le profil pour jouer ce genre de compétition ou plutôt d'être remplaçant. C'est question de niveau. C'est quoi Non, je pense qu'il y a une explication qui est assez simple en fait. C'est que c'est un joueur qui pour lui, ça aurait été mieux d'être blessé. Tu vois, blessé Franco, tu vois, il peut pas jouer. Parce que en fait, dans cette masse de blessés, lui, il a été en ce début de saison un petit peu touché, mais pas au point d'être sur le flanc. Donc, comme le Paris Saint-Germain a eu beaucoup d'absents sur le front offensif, lui, il a continué à jouer. Il a joué en étant diminué en fait, et donc, il n'a pas pu se montrer sous son meilleur jour. Je pense que pour sa forme physique, pour ses blessures, d'une, c'est pas bon. Et de deux, pour sa confiance, ça l'est pas non plus. Et je pense qu'il n'est pas encore, de ce point de vue-là, remis à 100%, aussi bien que ça soit du point de vue mental que du point de vue physique. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, je pense qu'il est pas rétrogradé dans la hiérarchie, tout simplement parce qu'il a un profil que Kanginli n'a pas, de percussion, de débordement, assez imprévisible. Mais c'est vrai que peut-être que sur quelques matchs, moi je serais Luis Enrique pour le récupérer. Enfin, il faut regarder le calendrier parce que Monaco, ça reste quand même un match important. Monaco, Rennes, Bilbao, tu vas enchaîner encore. Ouais, c'est 3 matchs importants. Donc il faut. Metz. Il y a une gestion à faire autour de lui, mais je pense qu'on le voit bien en ce moment. Le Paris Saint-Germain est dans une gestion aussi comme il peut. Tu as fait revenir Nuno Mendes d'une entorse très rapidement. Il a joué hier 45 minutes et il est dehors. Hein. Et poum. Donc ce PSG qui l'année dernière gérait parfaitement son infirmerie, ses blessures ou l'absence de blessures, a un peu plus de difficultés cette saison. D'ailleurs, juste dans les changements, etc., on n'a pas parlé de Nuno Mendes, on n'a pas parlé non plus de Lucas Hernandez. Là, il y a de l'eau qui est passée entre les deux oreilles et qui a fait un court-circuit. C'est pas possible d'avoir mis un coup comme ça. Je n'ai rien contre Xavi Simons. Ça aurait été encore Richarlison.
bon, j'aurais pu comprendre, mais quand même, Xavi Simons. Moi, je suis pas certain qu'en fait, il veut vraiment lui foutre un coup de coude. T'as pas l'impression qu'il le fait exprès? Si, moi. Ah ouais, moi je pense qu'il veut vraiment le descendre. Ou le petit lui a piqué ses goûters à la cantine, mais il a fait un truc. Hein. Moi, franchement, je pense qu'il veut s'imposer, mais je pense absolument pas qu'il veut mettre le coude dans le nez. Parce qu'en plus, tous les joueurs savent maintenant qu'il y a la VAR, donc à la rigueur, en plus maintenant le match il l'a séché pour le coup. Oui, c'est ça. Mais non, mais ça méritait rouge, etc. C'est pas le sujet, mais à mon avis, c'est pas genre un truc pour pouvoir lui mettre à cet endroit. Il vient s'excuser derrière ou pas du tout? Si, je crois après. Sur le coup, tu t'excuses pas avec alors tu te dis bon, peut-être que ça passe, ça va pas se voir. Du coup, je vais pas m'excuser auprès de quelqu'un. L'autre, il est au sol, il est en train de voir les étoiles. Contre qui j'ai rien fait, voilà. Mais après, est-ce qu'il s'excuse même auprès de, enfin voilà, il serre même la main de l'arbitre en mode il dit rien, etc. Il sait. Il a fait exprès. Toi, tu penses qu'il a fait exprès? Ouais, bien sûr. Ouais, bon, très bien, mais sauf que ça fait 2 fois. Ça fait 2 fois quand même. Ça fait 2 fois. J'ai plus le match, mais ça fait la 2e fois qu'il le fait. Et Luis Enrique l'a dit. Il fait c'est pas la première fois qu'il me fait le coup. Je suis pas sûr que Luis Enrique soit fan de ce genre de. Ouais, et puis c'est dommage parce qu'en fait, je trouve que par moment, il apporte cette agressivité qui peut parfois manquer au Paris Saint-Germain. Ah bah oui, c'est un peu le mauvais garçon. Notamment sur le but de Fabian Ruiz, tu vois. C'est l'exemple parfait sur le but de Fabian. Il va au contact. En fait, il fait un bon truc. Voilà. C'est ça, en fait. Le problème, c'est que dans le match, il fait vraiment quelque chose de bien, c'est-à-dire d'aller au pressing, chercher ce ballon, et après, à talonnade de Neves, etc. Et après, derrière, elle coup de bon. Et franchement, on parlait de Barcola. Et on vient sur Lucas Hernandez. C'est pas tout à fait le même niveau, mais ça va nous poser problème. Mais c'est le côté gauche. Moi, je vous le dis, ça prend quand même. Il prend minimum 2 à 3 matchs. Hein. Vu le. Je suis pas sûr. Moi, je pense que le premier tour, c'est terminé pour lui. Ouais, je pense vraiment qu'il va y avoir un problème là-dessus. Ouais. Okay. Voire plus que ça. Même. Ah bon? Ouais, tu peux prendre jusqu'à 5, je pense. Non, mais attends, ça va. 4 ans de suspension. Il va pas finir comme Brandal Colomwani avec la mâchoire. Tu vois, il a pas. une intention de toucher une partie qui n'a rien à voir avec le football. D'accord. Je sais pas. Ok. Non, mais moi, au moins minimum 3. Ouais. Je trouve sévère. Ça le mettra au frais. Moi, je mettrais 30 minutes de suspension. T'es quand même un ours. Hein. En tout cas, Bradley Barcola, on va suivre bien évidemment ce qui va se passer pour Bradley Barcola, mais c'est vrai quand même plutôt inquiétant de voir le jeune attaquant. Il l'avait dit quand même en conférence de presse, Damien, que ça commençait à tirer et il y avait un vrai état de fatigue. Après le match du Bayern Munich, il avait dit on est cuit, et pourtant c'est le joueur le plus utilisé en 2025 par Luis Enrique. Ouais. Non, mais de toute façon, on va pas se raconter d'histoire. Le championnat du monde des clubs qui a été une excellente nouvelle pour tout le service comptabilité du Paris Saint-Germain. Ça pèse. C'est toujours difficile de savoir entre les malchances, entre les moments de malchance et la période, on va dire, et le coût physique de ce championnat du monde des clubs, parce que par exemple la blessure d'Hakimi, c'est pas le championnat du monde des clubs, hein. Mais là, l'impact, on est en train de le subir, et Barcola, s'il est fatigué, c'est pas juste parce que le début de saison est difficile, c'est aussi parce que la préparation est tronquée, et que la saison dernière a été d'une longueur abyssale. Et encore une fois, j'entends que ça peut être difficile, hein, je la nie absolument pas. C'est juste que il a, comme disait Marc aussi, il a un profil que il n'a pas. On a besoin de profondeur, il sait la prendre. Après, oui, il a des choses à régler. Il y a quelques buts où, en fait, oui, s'il règle la mire, en réalité, on n'a pas la même analyse. Mais bon, là est tout le problème, j'entends. En tout cas, Barcola, on va suivre. Et pour l'instant, j'ai bien compris que les garçons ne sont pas encore fans d'aller le rétrogarder et lui dire écoute, tu te mets sur le banc et tu attends un petit peu plus longtemps que toutes tes titularisations. On va terminer avec le taulier et la 500e rugissante de Marquinhos. Marquinhos qui hier a joué son 500e match avec Paris. Est-ce vraiment un événement marquant? On va en parler. Page 84 du livre Rouge et Bleu aux éditions Marabout. Marquinhos est dans la catégorie chouchou. On la mérite, cette Ligue des Champions, mais lui autant, car il a créé une relation proche avec les supporters. Il a été un symbole, il parle français, etc. Explique Viola, ancien capot des Lutèce Falco. C'est un témoignage que l'on retrouve dans Rouge et Bleu. Est-ce qu'il est dans la catégorie... Là, les gens, en fait, même, est-ce que c'est un événement déjà? Est-ce que c'est un vrai événement de passer la barre des 500? Je sais pas, il y a plein de clubs qui la passent.
Moi, franchement, Damien. pour moi, les 500, c'est pas. Enfin, ce chiffre-là, pour moi, il est symbolique. Enfin, c'est rigolo, ça permet de faire plein d'articles de presse, etc. Mais en réalité, si on se pose la question de c'est qui la légende du Paris Saint-Germain, aujourd'hui, c'est difficile de répondre quelqu'un d'autre que Marquinhos si on doit en sortir qu'une seule. Si on se pose la question de la personne la plus talentueuse, etc., Marquinhos, je sais pas s'il est top 3 ou top 5, mais à vrai dire, qu'importe. Lui, ses 500 matchs, en fait, c'est pas 500 matchs dans une période un petit peu facile du Paris Saint-Germain ou une période où il y avait des défaites, des victoires, quelques titres par-ci par-là. Ce que dit Viola dans l'ouvrage, hein, c'est vrai que il a vraiment absolument tout connu. Il a connu exactement les mêmes choses que nous, en fait. Il a connu toutes les émotions, et quand il pleure, quand il pleure pendant juste après le 5e but et qu'il se met à pleurer, encore une fois cette vidéo de Canal là que je regarde assez régulièrement, c'est les 2 vidéos de Canal là, sur le résumé du match, et après je sais plus comment ils appellent ça, mais les inside ou je sais pas quoi. Et on le voit commencer à pleurer dans le match. Moi, je n'avais jamais vu ça, en fait, un joueur qui pleure avant la fin d'un match et qu'après il s'effondre. Je pense qu'il a fait exactement ce qu'ont fait plein de supporters du Paris Saint-Germain au même moment. Et donc, oui, il a eu des erreurs, notamment le soir du 6-1 contre Barcelone. C'était pas le seul. Il a fait beaucoup d'erreurs, en fait, finalement, y compris l'an dernier en Ligue des Champions, où des fois, voilà, il a eu des échecs techniques, on va dire. Et lui, il avait un vrai problème mental. Mais sauf qu'en fait, il s'est totalement accroché. Il est resté, complètement dans le. Il a toujours été inamovible en réalité. Et là, maintenant, on se retrouve avec, je ne sais plus combien de saisons depuis 2013. Mais On est sur 12 années avec le Paris Saint-Germain. Et 500 matchs. Ce chiffre symbolique, en fait, il permet d'illustrer que voilà, sur nos 55 ans d'histoire, en réalité, Marquinhos, il a une place qui est. Oui, je pense que c'est la légende du Paris Saint-Germain. Encore une fois, ce n'est pas le meilleur joueur de l'histoire du Paris Saint-Germain, mais c'est la plus grande légende, à mon avis, du Paris Saint-Germain. Je vois pas qui peut comme joueur contester ce titre. Est-ce que on peut se dire 500, puis 600, puis 700, parce qu'on a des clubs comme ça qui ont vu des joueurs rester longuement au Paris Saint-Germain, Marc? Il est sous contrat jusqu'en 2028, donc 2 saisons et demie encore. Ouais. Je pense que cet été, ça va être très important de savoir s'il continue ou pas. Et je crois que c'est la question que beaucoup de monde lui posera dans la deuxième partie de saison. Est-ce que tu continues, ou est-ce qu'après cette Coupe du Monde, il aura quoi, 31, 32 32. Tu quittes le club, sachant qu'il a quand même un très bon salaire net. Cette année, il est à presque 13 millions d'euros net, hein. Donc c'est un énorme salaire. Du coup, est-ce qu'il aura mieux ailleurs? Est-ce qu'il aura un confort de vie tout aussi égal, voire meilleur que celui qu'il a à Paris? Il faut aussi rappeler qu'il va être l'heureux papa d'un 4e enfant, et que ça compte aussi dans le choix d'une... 4 petits Parisiens en plus. Ouais, dans le choix de rester dans un club. Il faut aussi voir quel va être le message du club. Peut-être c'est le moment, hein, ils vont lui dire peut-être c'est le moment où nous on veut continuer une année avec toi ou pas. En fait, le message du club, t'en parles là, c'est intéressant parce que j'ai une photo qui m'a marqué moi hier, parce que on a un nouveau Twittos, un nouveau X-Men sur les réseaux. Il s'appelle Luis Campos. Il s'est découvert une passion pour les tweets. Voilà, le petit oiseau, ça lui plaît. Et alors il a posté une photo qui est ultra sympa pour le coup. Alors c'est pas ses données analytiques pour savoir comment recruter un joueur. Il a posé avec Marquinhos et avec tous les trophées que Marquinhos a gagnés. Ils ont posé ça sur la table du vestiaire. C'est un signe, ça, que tu as envie de continuer avec un joueur, non? Pour moi, c'est pas à ce moment-là que tu fais passer des messages tout au long d'une saison. Mais le message de tu restes avec nous ou on est OK pour que tu partes, c'est pas à ce moment-là de la saison que tu le fais partir. Parce que, par exemple, si tu avais dit à Gianluigi Donnarumma au mois de janvier, bon, Coco, fin de saison, tu vas partir. Je suis pas sûr qu'il fasse la même deuxième saison, la même deuxième partie de saison que que ce qu'il a fait en réalité. Donc, il faut pas surinterpréter. Voilà, ça fait partie de protocoles, évidemment de moments où en fait, tout est beau, tout est bien, parce qu'en fait, il faut créer une dynamique de groupe et de club. Et à la fin de la saison, ça sera le moment où ils auront une discussion. Ouais.
Juste, et après on termine là-dessus sur les matchs. Moi je suis désolé, pour l'instant, oui on lui a mis un concurrent dans les pattes, mais pour l'instant Bradley Cooper, dit Ilya Zabarny, a pas encore marqué les esprits pour se dire ah ouais, il va remplacer Marquinhos sans aucun problème. Pour l'instant, bon. Pour l'instant, c'est toujours Marquinhos Pacho. En fait, en réalité, le meilleur défenseur sûrement du Paris Saint-Germain, c'est Pacho. C'est peut-être pas Marquinhos. En revanche, le deuxième, c'est lui. Enfin, si je sors les deux latéraux qui sont dans une autre, ils sont sur une autre planète. Mais je veux dire, en tout cas, parmi les défenseurs centraux, je n'aborderai même pas le cas Beraldo, évidemment, parce que là, dans une émission sérieuse. Mais je veux dire, voilà, Bonne fête à tous les Lucas, hein, bien sûr. C'est le 14 octobre à Saint-Lucas, mais bon. C'est vrai que Lucas Chevalier, Lucas Hernandez et Lucas Beraldo, tu sens que voilà. Faut pas s'appeler. Ouais, faut pas que Lucas Zidane vienne au PSG là. Ça. Oui, bref, on va pas terminer là-dessus. Oui, mais voilà, terminons sur une note sucrée. mais c'est vrai que là, à l'heure actuelle, en fait, c'était rassurant de voir Marquinhos revenir dans le 11. Et alors que certaines années, en fait, on se disait, mais est-ce que les problèmes mentaux de Marquinhos lors des matchs coup près, ça va pas nous coûter des points, des défaites, des éliminations. Là, maintenant, on est content en fait quand il y a Marquinhos, Pacho et Hakimi et Nuno Mendes. On se dit, on a vraisemblablement la meilleure défense au monde, et c'est je sais pas si on se rend compte de cette phrase. Oui, meilleure défense. Et tout ça alors qu'on a plus Thiago Silva qui était le meilleur défenseur du monde. Voilà. Marc m'a fait un dernier signe. Je suis pas d'accord avec ça, mais ah bon? Bah non, parce que pour moi il y a un joueur qui va être libre à la fin de la saison et Paris ils vont être dessus. C'est Dayot Upamecano en fait. Et je pense que l'opportunité de marché, la projection que tu pourras avoir avec ce joueur aussi. Va permettre de définir un peu quel va être le message du club aussi envers Marquinhos. Et c'est là que je trouve que le PSG, en fait, depuis l'arrivée de Luis Enrique, il a énormément changé. C'est qu'un grand club, c'est aussi un club qui prend des décisions très très fortes, même si elles sont très difficiles. Type le Real Madrid qui dit à Cristiano Ronaldo, on a une offre aussi. Hein. Ouais, ou à Sergio Ramos, Casemiro. Varane, à toute leur grande époque, on est capable de dire si vous voulez partir, oui, partez. Donc, je pense que le Paris Saint-Germain, ils sont prêts. C'est vraiment une opinion, ils sont prêts à le laisser partir. S'il dit ouais, je veux partir, ils en feront pas. Voilà. On rappelle que Dayot Upamecano, juste pour terminer là-dessus, a un ami dans le vestiaire, mais plus qu'un ami, limite un frère, qui s'appelle quand même Ousmane Dembélé. Voilà, ça peut aussi rentrer dans la. Ouais. Après, pour moi, il y a un autre club qui va être en concurrence, quoi. Oui, bon, avec un petit maillot blanc. Avec un petit maillot blanc, ça on les connaît. Puis tous les joueurs gratuits. Voilà, habitué des joueurs gratuits. C'est ça. Mettre des grosses primes aux agents. Bref, ça c'est autre chose. Bon, aux joueurs surtout. Aux joueurs, oui, mais ça travaille d'abord avec les agents. L'agent ramasse un petit peu aussi. Ouais, mais c'est pas ça qui va définir c'est le choix du joueur. Okay. Qu'est-ce qu'ils ont les deux au PMU là? C'est quoi cette fin d'émission là? Eh ben c'est très bien. Je vais terminer là-dessus juste avant de siffler la fin de cette émission. Juste rappeler Rouge et Bleu aux éditions Marabout. C'est du copain Damien Dole. Un vrai beau cadeau à se faire. Ou tu sais quoi, tu dis aux gens. Vous inquiétez pas, donnez-moi l'argent, je vais me prendre mon cadeau de Noël, je le mettrai sous le sapin. Prenez Rouge et Bleu, ce sera le beau cadeau à se faire. Et si vous avez un amoureux dans la famille du Paris Saint-Germain, n'hésitez pas pour cette édition, cette nouvelle édition de Champions d'Europe. S'il vous plaît, il est temps de se dire au revoir. Voilà, 100% PSG, la tribune, c'est terminé pour aujourd'hui. Je remercie Marc et Damien d'avoir participé à ce podcast, à cette émission Débrief. Les amis, je vous invite à vous abonner à cette tribune, à aimer bien évidemment cet épisode et à partager bien évidemment aussi, de dire que cette chaîne YouTube a été lancée. Je sais que certains se disent « Oh, il y a aussi les téléchargements ». On est là depuis beaucoup plus longtemps, c'est vrai. Et on vous salue, on vous en remercie. N'hésitez pas à nous mettre des petites étoiles et des petits likes pour que l'algorithme s'excite un peu. Merci à Elori d'avoir réalisé ce podcast. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. Je vous rappelle que demain, 100% PSG le mag, c'est avec Philippe Goguet de Culture PSG. C'est Pierre Clément qui le reçoit. Et nous, on se retrouve lundi pour le débrief de PSG Monaco. Monaco PSG, je pars voir le copain Matt Fort dans le sud. Je vais faire le match aussi, mais on va quand même dire bonjour à Matt quand même. Allez les amis, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Il est temps de débrancher ce podcast.